Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le point sur le futur de l'aviation de combat, c'est-à-dire les avions de 6e génération. Ce sont des appareils qui sont en développement dans toutes les grandes régions du monde, avec des ambitions technologiques qui commencent petit à petit à être révélées, mais qui sont relativement semblables partout dans le monde. Avant de parler de technique, on va voir les différents programmes qui sont en cours, en commençant par les plus avancés, et notamment le NGAD américain, qui regroupe en réalité deux avions. Un pour l'armée de l'air, dont on a quelques images dans un coin d'un hangar virtuel d'une vidéo de Lockheed Martin, et un pour l'US Navy qui serait basé sur le programme FA-XX de Boeing. Au moins les USA ne refont pas l'erreur qu'ils ont pu réaliser avec le F-35 en mettant tous leurs œufs dans le même panier. Là, ils partent quand même sur deux programmes distincts, un pour la Navy et un pour l'armée de l'air. Et donc le programme de l'armée de l'air a commencé en 2014 officiellement, et il aurait déjà réalisé son premier vol avec un objectif de mise en service dès 2030. Alors il y a de très nombreuses voix aux États-Unis qui appellent à accélérer et vraiment développer beaucoup plus rapidement ce programme d'avions de 6e génération, parce que le développement se passerait bien, les coûts seraient maîtrisés, et ils ont une ambition technologique évidemment qui est très élevée. Et l'objectif, ce serait de prolonger la durée de vie des avions de 4e génération. Je vous renvoie vers la vidéo précédente dans laquelle on a parlé de ce sujet. Et pour passer directement de la 4e à la 6e génération, en réduisant le parc de F-35, dont le développement continue à être très difficile avec des surcoûts à l'achat, au développement, comme en exploitation, avec plus de 42 000 € de l'ordre de vol. Avant de continuer, un petit mot de notre sponsor, War Thunder. C'est le jeu de combat de véhicules le plus complet existant. Vous pouvez jouer avec plus de 2000 chars, avions, hélicoptères et navires de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que de la guerre froide, qui s'affrontent dans des batailles contre d'autres vrais joueurs humains. Chaque véhicule est parfaitement modélisé pour le rendre le plus réaliste possible. On peut par exemple piloter des avions en utilisant simplement la souris et le clavier. Vous pourrez participer à de nombreuses campagnes en choisissant à chaque fois votre fonction dans cette armée, de l'infanterie jusqu'au commandant d'un bateau en passant par les pilotes de chars. Les différents véhicules collaborent pour des missions tactiques, ce qui permet de combiner les équipages complémentaires pour vos attaques avec à la fois l'artillerie, les chars et les hommes. Tout cela offre une expérience de combat hautement immersive et le jeu est disponible gratuitement sur PC, Xbox Series X et S et PlayStation 5. Donc suivez le lien qui est en description de cette vidéo pour télécharger War Thunder et profiter d'un bonus exclusif comprenant des véhicules premium et des boosters pour entrer encore plus rapidement dans les batailles qui sont déjà en cours en ce moment et qui vous attendent. Allez, on retourne sur les avions de 6e génération et un peu plus. Le deuxième programme qui devrait aboutir chronologiquement, c'est le Tempest qui doit entrer en service en 2035. À l'origine, en réalité, il s'agissait de deux programmes distincts, le Tempest qui regroupe la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suède d'une part, et de l'autre côté, il y avait le Japon qui développait le FX avec Mitsubishi, mais il y avait déjà un partage d'un certain nombre d'éléments, notamment c'était Rolls-Royce qui devait fournir le moteur pour les deux avions, il y avait également des accords pour développer la guerre électronique, et à force de se réunir sur un certain nombre de points, les deux programmes ont fini par fusionner avec une ambition de pouvoir voler dès 2035, ce qui est évidemment relativement rapide, et ce qui rend le programme un petit peu plus crédible parce que les budgets britanniques pour développer cet avion de 6e génération étaient objectivement trop faibles pour réussir à atteindre cet objectif rapide. Par contre, la Suède a disparu des accords, donc on ne sait pas s'ils vont rester dans cet accord avec le Japon ou si la Suède va se raccrocher à un autre programme, pourquoi pas l'autre programme européen, qui s'appelle évidemment le NGF, Next Generation Fighter, qui fait partie du programme plus global, le SCAF, le système de combat aérien du futur, mais qui est un système de systèmes, et parfois on appelle le NGF, on l'appelle le SCAF, parce que c'est la clé de voûte de ce programme, et donc sous maîtrise d'œuvre de Dassault, avec Airbus, qui regroupe donc la France, l'Allemagne et l'Espagne, avec une ambition de mise en service dès 2040. La Chine, de son côté, elle veut un avion pour 2035, même s'il y a des déclarations politiques pour 2030, mais techniquement, on serait plutôt sur 2035, mais il n'y a pas réellement d'informations sur les spécifications de l'avion, ou même sur l'avionneur qui assure le développement. On a juste quelques images en 3D où l'on voit une aile volante sans empennage, et on a des maquettes grandeur nature qui sont dans des salons de l'armement, mais c'est pas quelque chose qui est réellement très crédible ou palpable pour l'instant, même si évidemment on sait qu'ils travaillent sur ces avions, et les services de renseignement américains disent que les Chinois sont en train de mettre le paquet pour ce développement.
L'Inde, de son côté, serait plutôt partie pour améliorer son AMCA, qui est un avion de 5e génération, qui est en développement actuellement, et il souhaite y intégrer progressivement des technologies de 6e génération. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec le Rafale, dans lequel on va adapter certaines technologies de 6e génération pour les intégrer sur le Rafale. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable si l'avion est bien conçu dès le début et qui permet cette montée en puissance incrémentale. Les Russes, de leur côté, ils ont évoqué le pack DA, mais vu les difficultés qui sont aujourd'hui objectivement quasiment insurmontables sur le Sukhoi 57, sur la motorisation, sur la guerre électronique, il y a beaucoup de domaines dans lesquels ils n'arrivent pas à développer cet avion. Le développement a commencé à peu près en même temps que le F-35. Les États-Unis, évidemment, ils en ont livré beaucoup avec les difficultés qu'on connaît et que j'ai décrites plusieurs fois. Mais la Russie, aujourd'hui, elle n'a même pas une dizaine de Sukhoi 57 qui sont capables de voler. Donc imaginez qu'elle arrive déjà à se lancer pour dans 15 ans sur une génération encore au-dessus, avec toutes les difficultés qu'elle rencontre en Ukraine et la baisse de capacité opérationnelle qui est liée à la récupération des pods de guerre électronique, des pods de désignation, les avions entiers, les Sukhoi 34 qui ont été récupérés par les Alliés, par les avions qui ont été abattus là-bas. Ça veut dire que la Russie doit repartir de zéro sur un certain nombre de concepts, et donc on n'imagine pas qu'elle arrive à développer un avion de 6e génération. Donc peut-être qu'elle dépendrait de la Chine pour l'avenir de son aviation de combat. Donc vous avez vu, tous ces programmes, ils ont extérieurement en tout cas une esthétique qui est relativement proche. Il s'agit d'ailes volantes au design optimisé pour la furtivité, un petit peu comme le B-2 qui est le premier avion qui avait vraiment cette forme qui à l'époque paraissait ultra futuriste. Et contrairement aux anticipations qu'on voit dans les films comme Stealth, qui est sorti en 2005, où on avait un avion avec une flèche inversée et des canards, que vous avez sous le nez de l'avion qui permet d'en améliorer la manœuvrabilité, et bien cela implique la disparition de toutes les dérives, de tous les plans canards, avec quelques questions néanmoins sur le NGAD, puisque vous voyez sur ce schéma qu'il y a la possibilité d'avoir peut-être une partie mobile sur l'extradose de l'aile, qui pourrait sortir pour offrir plus de manœuvrabilité et qui potentiellement pourra ensuite rentrer pour redonner toute la furtivité à l'avion. Donc, outre les ailes volantes, donc cette forme qui est globalement partout la même, la deuxième grande caractéristique des chasseurs de 6e génération, c'est leur taille, qui sont nécessairement beaucoup plus gros que les avions de 4e génération, puisqu'il faut faire tenir toutes les bombes et tous les pods dans les baies internes plutôt que sous la voilure. Pour vous donner un ordre d'idée, la maquette du SCAF qui avait été présentée en Bourget en 2019, il faisait 18 mètres de long sur 14 mètres d'envergure, contre 15 mètres de long et 11 mètres de large pour le Rafale, mais c'est surtout en termes de masse qu'on se rend compte de la différence. On serait 20 tonnes à vide sur le SCAF, contre 10 tonnes et demie à vide pour le Rafale, et évidemment à pleine charge, 38 tonnes pour le SCAF, 23,5 pour le Rafale. Donc la conséquence importante d'avoir un avion qui est logiquement beaucoup plus gros, c'est par exemple pour la France que tout est calibré par rapport à cet avion, les hangars et tout le reste, mais aussi le porte-avions de nouvelle génération. C'est-à-dire que le futur porte-avions, il va devoir accueillir des avions qui sont beaucoup plus gros, donc une piste également plus longue et plus large, et c'est pour ça que le PANG, le porte-avions de nouvelle génération, doit faire 75 000 tonnes au lieu des 42 000 tonnes du porte-avions Charles de Gaulle. Mais outre cette furtivité qui implique des formes, des matériaux, des tailles bien précises, la 6e génération pourrait aussi avoir une furtivité qui repose sur une enveloppe en plasma qui absorbe toutes les ondes radar qui pourraient essayer de le toucher. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on voit déjà sur certains missiles hypersoniques, donc le plasma se forme d'une manière assez naturelle, mais elle peut être aussi générée. Notamment, la Chine, a priori, développerait ça pour éviter la surchauffe dans les missiles hypersoniques, parce que cette forme de plasma permet d'éviter les frottements de l'air et donc d'atteindre des milliers et des milliers de degrés. Si on reste sur la communication et la furtivité, il y a un élément intéressant également, c'est la communication par laser. C'est une technologie qui est assez banale entre satellites, dans l'espace. C'était utilisé également à courte distance, par exemple vous connaissez peut-être le LiFi qui est utilisé dans les avions, à bord des avions, ça permet de simplifier, d'éviter du câblage, mais là on pourrait l'utiliser entre des appareils, et petit à petit c'est en train de se développer pour aller sur des distances qui sont de plus en plus importantes, et par exemple l'US Air Force a déjà validé le contrôle d'un drone MQ-9 par satellite. Je vous en avais parlé dans une revue de presse Air et Cosmos il y a quelques mois, je vous remettrai le lien. Le gros avantage de la communication par laser, c'est que c'est ininterceptable, c'est indétectable, et puis contrairement à des échanges qui vont se faire par la radio,
eh bien, on reste totalement discret. C'est-à-dire que c'est directionnel, alors qu'avec la radio, finalement, n'importe qui autour de vous peut détecter qu'il y a quelqu'un qui est en train d'émettre à la radio, et donc, on se fait découvrir de cette manière-là. Accessoirement, on a un ultra haut débit, c'est un petit peu comme la fibre optique par rapport à la DSL, ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir de la remontée d'informations vidéo en ultra haute définition, par exemple vers un centre de commandement, mais également, pourquoi pas, avoir, plutôt que de mettre l'intelligence artificielle à bord de l'avion, avec la puissance de calcul que cela implique, pouvoir faire remonter les informations pour qu'elles soient analysées dans un centre de commandement. Du côté des armements, c'est plutôt du côté de l'hypersonique qu'on regarde. Et ça fera basculer réellement la phase de la guerre, tout comme le missile qui tire au-delà de l'horizon avait changé le visage du combat aérien avec l'arrivée du F-14. Je vous renvoie vers la vidéo précédente sur les avions de 4e et 5e génération, mais aujourd'hui, cette technologie de l'hypersonique, elle existe déjà dans les missiles RR avec l'IM-54 Phoenix aux États-Unis, qui est sorti en 1974, ou alors avec le R-37 soviétique en 1985. Ce sont des missiles qui vont à plus de Mach 5, mais qui sont destinés à des très grosses cibles, par exemple des ravitailleurs ou des AWACS. Ils ne sont pas utilisés en RR classique, et l'objectif, ce serait encore d'accélérer les vitesses et la portée, tout en minimisant évidemment la taille de ces missiles qui jusqu'à maintenant sont obligés d'être sous la voilure et qui devront être emportés directement dans le fuselage, dans les fameuses soutes pour rester furtifs. Pour tout ce qui est air-sol, la Russie a pris de l'avance avec le missile Kinzhal, qui est tiré par les MiG-31K, qui va à Mach 10, et les États-Unis, de leur côté, ils doivent déployer également des systèmes très prochainement, puisque les tests ont bien avancé. De son côté, l'Inde aura bientôt une version aérienne du BrahMos, qui sera aéroportée, et il y a beaucoup d'autres pays qui développent ces technologies, même des pays auxquels on ne s'attend pas forcément, comme Taïwan, qui a annoncé vouloir être autonome sur le sujet. Donc vous voyez une sorte de prolifération partout dans le monde, avec beaucoup de pays qui considèrent que c'est stratégique de maîtriser l'hypersonique. En Europe, il y a un petit peu moins de développement, et là c'est la France qui se détache avec le développement du remplacement de l'ASMPA, qui est le missile nucléaire qui est porté aujourd'hui par le Rafale, et qui sera demain le ASN-4G, qui sera disponible en 2035. Donc c'est une technologie hypersonique, mais pour l'instant, la France décide que ce sera uniquement limité à sa dissuasion nucléaire. Parmi les autres armes de 6e génération, il y en a une qui fait beaucoup rêver, c'est les armes à énergie dirigée, qu'on qualifie souvent de rayons laser. Donc, dans un premier temps, il s'agit simplement de protéger l'avion contre les missiles qui arrivent, et c'est un petit peu le principe du DIRCM dont je vous ai déjà parlé, dans lequel le rayon va éblouir la tête chercheuse du missile qui arrive vers nous, ce qui conduit à la perte du missile. Et on retrouve déjà ces systèmes sur des avions de ligne. Par exemple, tous les avions de ligne israéliens sont équipés de DIRCM, les avions présidentiels également. Donc c'est une technologie qui est déjà tout à fait maîtrisée. Et on retrouve même un pod DIRCM sous un des Sukhoi 57, d'un prototype de Sukhoi 57. Donc ce serait le premier avion de chasse sur lequel, en tout cas pour l'instant, c'est testé. Et aux États-Unis, ils travaillent davantage sur des pods, par exemple, qui pouvaient être installés sous n'importe quel type d'avion, dont le F-16, comme on le voit dans cette vidéo. Mais à terme, l'ambition, c'est d'aller évidemment beaucoup plus loin, d'avoir une capacité offensive à plus longue distance. Donc on voit de plus en plus de développement de lasers capables de détruire des drones. Également en Israël, on va encore plus loin avec carrément du CERAM, c'est-à-dire un laser qui est capable de détruire même des mortiers. Donc on est déjà sur une puissance qui est largement supérieure. Et à terme, l'ambition serait pourquoi pas de pouvoir détruire des cibles au sol sans avoir besoin de missiles, d'obus ou quoi que ce soit, avec des développements nécessaires évidemment en termes de capacité du rayon laser, en termes de génération électrique qui vont être très largement supérieurs et avec un coût qui est très clairement très réduit. Un dernier point sur l'armement, mais c'est le système d'armes un petit peu global autour de l'avion, c'est la disponibilité des drones au profit de l'avion. Donc évidemment, on pense aux drones ailiers de grande taille, un petit peu comme le Loyal Wingman qui est développé par Boeing en Australie, et c'est probablement ce concept qui est le plus avancé dans le monde, parce qu'il a une intelligence artificielle embarquée qui permet de prendre des décisions sans ordre de pilote, il va s'adapter à la mission en cours, mais il y a aussi beaucoup de programmes pour avoir beaucoup de drones de petite taille, qui pourraient être lâchés en essaim, et qui devraient permettre à la fois de saturer les défenses ennemies, mais aussi d'avoir des capteurs déportés ou des effecteurs dans certains cas. Et par exemple, MBDA a déjà dévoilé 2 modèles de série mode carrier qui s'appellent le RC100 et le RC200, qui sont dédiés respectivement au SCAF et à l'Airbus A400M.
Si on passe maintenant à tout l'ensemble, toutes les problématiques de la détection, il faut comprendre que le temps des capteurs bien définis est révolu. C'est-à-dire qu'on a directement la peau de l'avion, sa surface qui va être une sorte de grosse antenne, qui va être capable de récupérer toutes les informations sur son environnement grâce aux nanomatériaux et à une peau qui sera réalisée en composite, et c'est ce qu'on appelle les capteurs conformes. Donc il s'agit plus simplement de capter les ondes radar ou des flashs lumineux. Le but est d'avoir une visibilité à 360 degrés, permettant au pilote de percevoir des évolutions du champ de bataille, ou alors de proposer au pilote de redéfinir les exigences de sa mission sans faire appel à un centre de commandement, grâce à une vision tactique à 360 degrés, mais aussi une vision stratégique sur l'ensemble de la situation. Mais avec toutes ces informations qui vont être captées, il y a une nécessité d'être capable de les analyser à bord de l'avion et donc potentiellement d'avoir une intelligence artificielle embarquée. C'est ce qu'on appelle le edge computing. Pour faire simple, il y a une évolution. Par le passé, quand il y avait par exemple une mission de reconnaissance, l'avion allait sur zone, il y avait des photos qui étaient prises automatiques sur les zones, il fallait revenir se poser et les informations étaient analysées par des spécialistes. Dans la version plus récente, par exemple ce qui est utilisé sur le Rafale, les informations sont transmises en temps réel au sol, et là il y a toujours des analystes qui sont obligés de le regarder. Dans la version, le standard F4 du Rafale, là il y aura une intelligence artificielle embarquée qui va être capable de détecter des cibles d'opportunité, ce qui permet de les traiter en temps réel plutôt que d'attendre qu'un analyste les voit, et parfois ça met 2-3 heures avant de renvoyer un avion sur la zone ou un drone, et c'est ça qu'on attend sur les avions de 6e génération. Donc cette technologie de 6e génération sera intégrée sur le Rafale, et puis plus le temps passera, plus les capteurs seront efficaces, et plus l'intelligence artificielle sera capable de détecter toutes ces choses qui l'entourent, et ce savoir-faire, il est très clairement largement médiatisé par les industriels aéronautiques, Lockheed Martin, British Aerospace, Dassault Aviation évidemment, avec l'intégration possible de ce système sur le F-35 également. Pour améliorer les capacités de détection des avions dans le spectre infrarouge, les avions devront voler dans une atmosphère qui sera beaucoup plus froide, et donc ça veut dire qu'ils devront voler beaucoup plus haut, probablement au-delà de 20 km d'altitude, et ça nécessite évidemment des moteurs spécifiques d'une complexité inégalée par rapport à ce qu'il y avait par le passé, mais qui émettent eux-mêmes très peu de chaleur pour ne pas être repérés. Parce qu'on a détecté, on s'est rendu compte que quand un mobile se déplace entre 800 et 1000 km/h dans l'atmosphère, l'air va s'échauffer à une certaine température qui est détectable quand on est très très haut. Et donc ça permettrait potentiellement à ces futurs avions de chasse 6e génération d'être en hauteur et de voir tous les chasseurs, tous les drones, tous les avions qui vont voler autour d'eux, en dessous d'eux, et donc à ce moment-là, ils auront une capacité d'interception et de détection qui sera très largement supérieure à celle de leurs opposants, avec une potentielle en plus de distance qui est vraiment très importante, puisque plus on est haut, plus on a une capacité de détection qui va être lointaine. C'est pour ça que les radars qui sont en altitude voient plus loin que les radars qui sont au sol. Ça va être la même chose pour ces avions, avec des gros capteurs dessus. Donc, outre ces capacités de détection qui sont inégalées, il y aura aussi une volonté pour les avions de 6e génération d'être intégrés à la guerre cyber. C'est pas simplement de la guerre électronique dans laquelle on va éteindre des radars ou les brouiller à distance. Là, l'objectif serait directement d'être capable de s'intégrer dans ce réseau informatiquement, être capable d'y insérer des data packets, c'est-à-dire lui faire croire des informations qui sont fausses, en faisant disparaître ou apparaître des échos, en déplaçant les cibles qu'il s'apprête à traiter, et l'objectif c'est de rendre incompréhensible la situation tactique pour les ennemis. Donc vous voyez, les avions de chasse de 6e génération, c'est un concept qui aujourd'hui est révolutionnaire dans plein de domaines différents, mais il faut bien comprendre que c'est la clé de voûte du combat collaboratif. L'avion est intégré à un système de systèmes, et c'est lui qui pourra être considéré comme le data center volant, capable de travailler avec l'ensemble des appareils connectés sur le réseau, et donc c'est un concept que l'on qualifie de collaboration multisectorielle. Donc pour réussir à avoir une vision complète de la situation dans un environnement qui est d'une complexité qui est inégalée dans l'histoire, l'interface homme-machine, elle devra être totalement révisée, en prenant en compte notamment les erreurs qui ont été constatées sur le F-35, notamment il y avait trop d'écrans tactiles. Vous vous souvenez, le fait qu'il n'y ait plus aucun repère physique, il y a 20% des utilisations qui étaient réalisées au mauvais endroit sur les écrans tactiles, et c'est la même chose pour les commandes vocales qui étaient inadaptées et inutilisables, notamment en combat tournoyant. Donc on se dirige vers une intégration notamment de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on va suivre le regard du pilote. Aujourd'hui, c'est déjà utilisé dans les simulateurs de vol en entraînement, mais là du coup ce sera intégré dans les avions,
pour pouvoir faire apparaître les informations au bon endroit, pour attirer l'œil du pilote dans le bon angle, et également ce qu'on appelle le neurofeedback, qui permettrait de suivre l'activité cérébrale du pilote. L'objectif, c'est de s'adapter à sa compréhension de la situation, à sa fatigue, adapter sa charge de travail à sa capacité cognitive réelle, et pourquoi pas également, dans un deuxième temps, la possibilité de directement donner des ordres par la pensée. Et donc aux États-Unis, vous avez par exemple Collins Aerospace qui développe déjà un casque qui s'appelle le 0G HMDS+, pour l'avion de chasse le NGAD, qui doit notamment pouvoir offrir une vue panoramique dans la visière, améliorer la perception et les capacités du pilote pour interagir avec son environnement dans une mission qui est d'une complexité qui n'a jamais été atteinte dans l'histoire de l'aviation. Parce qu'en plus de tout ce qui vole, tout ce qui est déjà intégré dans la mission et qui est utilisé, qui apparaît sur l'écran, il faut comprendre que les missions du futur pourront aussi faire appel à des appareils supplémentaires, comme par exemple les drones ailiers qui peuvent être directement largués par la 400M. Là, ce sont les tests de validation qui ont été réalisés à la fin de l'année dernière, mais ce qui signifie que on n'est plus simplement sur les appareils qui font partie de notre mission et qui peuvent être utilisés, on a des écosystèmes supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Si on veut faire de la reconnaissance en plus, si on veut faire de la guerre électronique, si on veut faire du bombardement en plus, et ça, très clairement, en tout cas en termes de visualisation, c'est le projet européen, le SCAF, qui est le plus avancé, puisque l'on a ce cloud de combat qui intègre absolument toutes les forces militaires et qui considère chaque acteur soit comme un capteur, soit comme un effecteur selon les besoins, avec les réseaux de radars, les pièces d'artillerie, les blindés, les satellites, les navires, les drones, absolument tout va être intégré. Donc vous voyez, le chasseur de 6e génération, il s'inscrit dans une modernisation profonde de notre façon de faire et de voir la guerre, et cette évolution elle repose aussi sur l'omniprésence des drones, et en ce sens, ce que l'on observe en Ukraine contribue très clairement à définir la doctrine de la guerre de haute intensité qu'on verra dans les prochaines décennies. Mais toutes ces exigences opérationnelles, elles exigent de repartir de la page blanche. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur une évolution des avions actuels, on a besoin de vraies ruptures technologiques très nombreuses, voler en très haute altitude sans émettre de chaleur, maîtriser la furtivité par le plasma, déployer des armes à énergie dirigée, mettre en œuvre des intelligences artificielles. Et pour chacun de ces domaines, il est fondamental de rester dans les leaders mondiaux. Évidemment, pour ne pas devenir une cible d'un pays qui serait agressif, et il y en a malheureusement quelques-uns et de plus en plus dans le monde, mais aussi parce que l'on prévoit des retombées économiques qui sont absolument colossales pour ceux qui maîtrisent les technologies comme le graphène, l'intelligence artificielle, la microélectronique, le quantique, les lasers, les batteries à haute densité énergétique. Et donc c'est pour ça que le développement de ces avions, c'est 60-80 milliards d'euros, mais outre l'exigence absolue pour la défense de maîtriser ces outils, on investit aussi pour garantir des centaines de milliers d'emplois de haute technologie jusqu'à la fin du siècle, en France et en Europe évidemment. Et je vous rappelle ce chiffre du cercle des économistes, et qui est reconnu un petit peu partout. En France, on a un multiplicateur de dépenses de défense qui est de 2 au bout de 10 ans. Ce qui signifie que chaque milliard d'euros qui est investi dans la base industrielle et technologique de défense génère 2 milliards d'activités, donc de PIB supplémentaires au bout de 10 ans. Donc ce sont des investissements. Ça semble coûter très très cher, mais en réalité, on attend également beaucoup de retours. Donc même pour l'industrie civile, Airbus, Ariane et tout ce qu'on imagine autour de ces entreprises de haute technologie, eh bien c'est ça qu'on est en train de s'acheter en investissant dans le NGF, dans le SCAF pour les prochaines années. J'espère que cette vidéo vous a plu. Très bientôt, on va interroger un grand spécialiste qui a participé à ce programme et donc on le recevra au studio Air & Cosmos. Comme ça, vous verrez un petit peu sa vision technologique des avions et donc de l'emploi de ces avions sur les prochaines décennies, parce que là, on parle quand même d'un appareil qui va être là jusqu'à la fin du siècle. Encore merci d'être toujours aussi nombreux. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et encore merci à War Thunder, grâce auquel vous pourrez faire des parties épiques avec des dizaines de véhicules les uns contre les autres, des batailles que vous pourrez rejoindre tout de suite en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo et bénéficier d'un super bonus. À bientôt.